Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence « Quels outils pour enclencher une transition juste et désirable ?» Aux rêves citoyens, pour cette 3e édition des Univers Shiftés, nous souhaitons nous projeter collectivement vers des futurs souhaitables. Pour reprendre les termes de Rob Hopkins, comment passer du « what is » au « what if » ? Comment raviver et reconstituer notre imagination collective ? Si nous parvenons à ranimer cette précieuse, des sociétés et des cultures entières peuvent changer rapidement pour le meilleur. Une vaste question donc vous avez venir ce matin dans cette salle par ce beau dimanche, plus ou moins beau. Quels outils pour enclencher une transition juste et désirable ? Et voici nos what if. Et si une nouvelle donne économique mondiale remplaçait les modèles classiques, néoclassiques, keynésiens qui nous mènent dans le mur ? Comment la décroissance et la post-croissance éclairent un nouvel avenir économique mondial. Et si pour réussir à transformer tous les secteurs, pour accepter de renoncer à certaines activités, le revenu inconditionnel venait apporter une sécurité financière qui permettrait de résoudre une partie de la complexe équation qui mêle économie et écologie. Et si, pour que chaque citoyen prenne conscience des ordres de grandeur de nos gestes quotidiens et garde sa liberté de choix et d'action dans un cadre raisonné, le quota carbone individuel devenait un nouvel indicateur, un nouveau prisme décisionnel pour chacun d'entre nous. Et si, pour atteindre le fameux tipping point et point de bascule civilisationnel, nous devions sensibiliser, informer, vulgariser, lutter contre la désinformation, traquer les greenwashers, troller, provoquer, bref, tous ces termes pour une finalité, provoquer le changement. Comme Thomas, Timothée, ravi de vous accueillir pour cette table ronde du jour, avec des sujets divers, des avis divergents, mais toujours passionnants. J'ai juste un petit mot pour Antonella Corsani, qui devait être avec nous ce matin et qui n'a pas pu se joindre pour une raison personnelle, mais on pense très fort à elle et on va essayer quand même de parler de ce sujet du revenu inconditionnel. Alors, merci à tous les trois. Timothée, tu es chercheur en économie écologique à l'Université de Lund en Suède et spécialiste de la décroissance. Tu es l'auteur de Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, un livre basé sur ta thèse de doctorat, The Political Economy of Degrowth. Timothée, peux-tu nous éclairer sur les principes fondateurs de l'économie de la décroissance et les leviers que nous possédons pour transformer les modèles existants ? Bonjour à tous, ça me fait très plaisir parce que je vais pouvoir parler d'un chapitre de ma thèse dont je n'ai jamais vraiment pu parler et que je pense personne n'a dû lire. C'est le chapitre 12, juste à la fin, donc entre 800 et 871 pages. Je vous en veux pas, hein. Je vous en veux pas. Et c'est un chapitre dont le but était en fait de passer des ingrédients aux recettes. Et là, c'est lié aussi à un inventaire qu'on a publié avec des collègues en juin, où on a passé en revue 1120 textes donc, sur la décroissance. C'est l'intégralité de la littérature, quand vous prenez les rapports, les livres, les chapitres dans des livres composés, les articles académiques, les articles de blog, donc l'intégralité de ces textes. Et on a compté combien d'instruments il y avait. Le revenu inconditionnel, par exemple, c'est un instrument. Et on s'est retrouvé avec 380 instruments, donc dans l'intégralité de cette littérature qui existe depuis les années 2000 à 2020. Et moi, ce que j'avais essayé de faire de manière extrêmement arrogante dans le chapitre 12, et j'annonce tout de suite, ça n'a pas marché, c'est de se dire, trop bien, on a plein d'ingrédients pour faire cette transition écologique, donc au moins 380, comment est-ce qu'on les articule ? Donc, j'avais utilisé l'analogie des recettes, mais j'aime aussi beaucoup celle de l'acupuncture, de se dire, en fait, la transition, c'est un petit peu venir activer des points, mais dans un ordre particulier. Et donc, j'avais designé une méthode pour voir un petit peu les points d'action lents, les points d'action plus rapides. Un exemple, et on en parlera, sur le revenu inconditionnel. Donc, dans la littérature sur la décroissance, il y a 9 différents designs de revenu inconditionnel, donc depuis 2007, qui sont proposés, qui sont chacun différents. Donc là, il y a beaucoup à discuter. Et il y en a une grande partie de ces revenus où une partie de l'allocation est octroyée en monnaie locale. Si vous voulez donner une partie d'un revenu universel en monnaie locale, il vous faut
une monnaie locale. Si vous n'en avez pas avant, vous ne pouvez pas le faire. Une monnaie locale, en France, sur les 80 existantes, ça prend en moyenne 2 ans pour la commencer et pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez donner un revenu local, un revenu universel en monnaie locale, il va falloir attendre 2 ans pour avoir une monnaie locale qui fonctionne. Donc là, on voit, alors qu'il y a d'autres changements qui sont beaucoup plus rapides. Si vous voulez, je ne sais pas, supprimer des panneaux publicitaires à Nantes, là, c'est quelque chose, ça peut se faire, des villes l'ont fait en quelques semaines. Donc là, on voit que chaque instrument, en fait, il a son rythme. Et donc la transition, il faut la penser un petit peu comme une recette. Oui, certaines choses doivent être mises en place avant de pouvoir... J'allais faire une analogie avec la recette des pains en raisin. Je me suis rendu compte que j'avais aucune idée de comment on faisait un pain en raisin, ou aucune viennoiserie d'ailleurs. Donc là, je me retrouve un petit peu au dépourvu. Mais en gros, il faut faire les choses dans l'ordre. Et ça va être un point assez important. Donc, dans le chapitre 12, moi, quand j'avais essayé de le faire, je m'étais rendu compte que c'est énormément compliqué. Énormément compliqué parce que pour chaque instrument, il faut prendre en compte donc, la dynamique propre de l'instrument, mais aussi son acceptabilité sociale. Est-ce qu'une ville est prête à vouloir développer une monnaie locale? Parce que si ça, c'est la monnaie locale, bon, c'est assez mignon, tout le monde est un petit peu en faveur, mais si vous parlez d'autre chose, une limitation de la publicité ou encore un salaire maximum ou vraiment une taxe sur la richesse ou vraiment des politiques un peu plus tortueuses en France, je ne sais pas, un quota carbone individuel, des choses comme ça, là, si vous n'avez pas l'acceptabilité sociale, en fait, ça rallonge un petit peu. Après, bien sûr, vous avez des soucis techniques. De la même manière, si vous voulez qu'une partie de votre revenu inconditionnel soit donnée sous la forme d'un accès gratuit à des services, donc ça, c'est ce qu'on appelle le Universal Basic Services, le UBS, qui avait été proposé en Grande-Bretagne en 2017. Il faut que vous ayez des services disponibles. Donc, par exemple, si l'un de ces services, c'est de donner un accès à une électricité renouvelable, mais à l'échelle de votre territoire, vous n'avez pas construit une infrastructure d'énergie renouvelable. Donc, vous ne l'avez pas. Là aussi, on sait que le temps moyen pour faire lever une éolienne, par exemple, c'est plusieurs années. Donc là, ça va vous amener un délai. Donc le but ici, c'est vraiment d'arriver à comprendre le synergie entre ces instruments et un petit peu comme dans un jeu vidéo, vraiment dans quel ordre activer les leviers pour que ça puisse fonctionner. Et mon dernier point là-dessus, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas avoir cette approche de la transition où on fétichise des instruments. C'est un petit peu ça, on regarde tous les instruments, on a chacun notre préféré. Il y en a, ils adorent le salaire à vie. D'autres, ils adorent le revenu inconditionnel. D'autres, ils sont à fond dans les monnaies locales. D'autres, c'est plutôt la taxe sur les transactions financières. Il y en a, c'est la réduction du temps de travail. Il y en a d'autres, c'est la taxe sur les richesses. Il y en a d'autres, c'est les grandes réformes bancaires et la monnaie souveraine. Enfin, chacun son truc. Il y en a d'autres, c'est la transition énergétique et donc les montées des éoliennes, des panneaux solaires et ce que vous voulez. Et en fait, on va tous un petit peu défendre bec et ongle et dire non, ça, c'est le point levier ultime. Alors qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de point levier ultime et c'est très dangereux comme approche parce que si votre approche de la transition, elle est centrée sur un seul instrument, le revenu inconditionnel, et d'un coup, quelqu'un va vous dire « oui, mais moi je ne suis pas d'accord », et donc d'accord, on n'est pas d'accord, on ne fait pas de transition. Et là, on se retrouve dans la salle d'attente du changement, où on ne s'est pas mis d'accord sur le revenu inconditionnel. Alors que si on arrive à décomposer, ce qu'on fait quand on fait du design de politique de changement, déjà, 2 familles, les objectifs des instruments. Et ensuite, on fait ça modulaire, c'est-à-dire qu'on a peut-être 12 objectifs, et pour chacun de ces objectifs, on a plusieurs choix d'instruments. Pour chacun de ces instruments, on a plusieurs éléments. Donc l'un des instruments, ça peut être le revenu de base, mais il peut y avoir aussi quelque chose d'autre, le salaire à vie, il peut y avoir aussi quelque chose d'autre, des instruments. Donc on le rend modulaire, c'est-à-dire qu'on peut se mettre, moi l'objectif d'accord, l'un des objectifs d'arriver justement à créer un filet de sécurité pour permettre à ceux qui sont aujourd'hui très dépendants du travail et surtout d'un travail fossile, indésirable, qu'on va devoir contracter, de leur créer un filet de sécurité. Mais je ne suis pas d'accord sur cet instrument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de disponible? Donc en créant cette certaine granularité et modularité dans des agendas de transition, on voit qu'on ne se retrouve jamais dans la salle d'attente de l'inaction. Donc c'est assez important d'avoir un pluralisme. Et l'analogie ultime, c'est la boîte à outils. Enfin, imaginez, même on ne peut pas réparer un vélo avec une pompe à vélo. Vous ne pouvez rien faire avec une pompe à vélo. Vous ne pouvez pas changer une société avec un revenu universel. C'est la même chose. Pour changer une société, c'est énormément beaucoup plus complexe que de réparer la roue d'un vélo. Et donc, on a besoin d'une boîte à outils qui est gigantesque, avec, dans certains contextes, des outils qui ne seront pas utilisables
parce que techniquement, ça ne sera pas possible, parce que sociopolitiquement, ça ne sera pas acceptable. Et ça, ce n'est pas un problème. On peut admettre que dans certains territoires, en France par exemple, voilà, la discussion sur la taxe carbone, eh ben, elle a une certaine histoire sociopolitique qui fait que c'est pas la même vibe qu'en Suède où tout le monde adore la taxe carbone, vous l'augmentez, les gens sont ouais trop cool parce qu'ils l'ont depuis 1991, parce que ça a été délibéré super démocratiquement. Donc voilà, c'est pas une super fin, mais je finis là-dessus. Il y a une petite pression sur le tableau en face. Merci beaucoup Timothée. Bon, du coup, on a un peu abordé le revenu inconditionnel. Je voulais juste vous lire une ligne de Antonella Corsani qui m'a transmis quelques éléments pour compléter ce que tu as dit Timothée peut-être. Pour elle, en tout cas dans la manière dont elle porte ses recherches, elle est sur le revenu inconditionnel d'existence, qui serait une sorte de contrepartie d'une contribution à la production sociale invisible qui échappe à toute mesure. Typiquement, le temps pour rédiger un livre, le temps pour faire du bénévolat et organiser un événement comme celui-ci, ou un temps pour s'occuper de ses enfants, éduquer ses enfants. Comment en fait on valorise ce temps qui ne crée pas de la valeur aujourd'hui financière. Et donc, dans son idée, c'est clairement de dissocier le travail du revenu pour qu'il ouvre le chemin d'une écologie du travail, et qu'en faisant ça, en fait, on s'affranchit du côté de l'activité humaine doit être réellement fait pour une production de valeur argent au profit d'entreprises, et que finalement, on recentrera la production de richesse sur des activités sociales qui contribuent au bien-être de la société. Voilà pour les quelques mots d'Antonella. Je me tourne vers toi, du coup, Côme. Tu es l'ancien représentant, Côme Girching, tu es l'ancien représentant de la France au premier sommet mondial de la jeunesse pour le climat en 2019 et cofondateur des Jeunes Ambassadeurs pour le climat. Tu œuvres au quotidien pour stimuler le débat via différents canaux, conférences, création de contenu sur les enjeux écologiques au sens large, donc climat, biodiversité, nouveaux récits et encore quota carbone. En quoi cet outil de quota carbone individuel te semble être un outil pertinent pour enclencher une transition à la fois juste et désirable? Merci. C'est bien, là on ouvre un peu tous les sujets un dimanche matin après une soirée. Revenu inconditionnel d'existence, taxe carbone, quota carbone individuel. Vous êtes courageux, courageuse, donc bravo, bravo, franchement. Oui, mais je me suis intéressé au quota carbone. Alors déjà, je m'inscris complètement dans ce que tu disais, Timothée, sur le côté... Il ne faut pas penser qu'il y a un outil un peu sauveur plus qu'un autre. Moi, je ne suis pas un promoteur du quota carbone individuel, mais je pense que c'est un outil qui est très intéressant pour évaluer notre rapport à la limite individuelle. La première chose qui m'intéresse dans le quota carbone, c'est que ça revient sur le principe du pollueur-payeur. Aujourd'hui, plus vous êtes riche, plus vous pouvez payer. Voilà. Et ça fait que voilà, quand il y a une personne extrêmement riche qui prend son jet pour aller à l'autre bout du monde, tant qu'elle peut payer, bon, en l'occurrence elle ne paye pas parce qu'il n'y a pas de taxe sur le kérosène, vous allez me dire, mais voilà, la logique c'est plus vous êtes riche, plus vous pouvez polluer. Le quota carbone renverse cette logique et dit en fait non, il y a une limite qui est indépendante de votre revenu et chaque personne a, par exemple aujourd'hui ce serait 8 tonnes de CO2 par an et par habitant. Ça, c'est un premier avantage. Si on prend un peu de recul, ça permet, si on voit que l'aspect positif des choses, d'avoir un maximum de liberté individuelle. On ne va pas vous dire arrêtez de prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde, arrêtez de prendre de la viande, arrêtez d'avoir une grande maison à chauffer énormément, etc. Vous faites vos choix. Si ça vous fait kiffer de brûler des barils de kérosène dans votre jardin et d'être végétarien par ailleurs, très bien, vous faites votre choix. Donc il y a une notion de liberté qui est intéressante dans le quota et qui n'est pas instinctive au départ. Le rationnement apparaît comme une contrainte individuelle très forte et ce n'est pas forcément le cas. Et l'autre avantage, c'est que ça permet de collectivement être assez radicaux au sens d'atteindre, de respecter la limite qu'on se fixe. Parce que voilà, si on dit il faut que la France émette 400 millions de tonnes de CO2 en empreinte carbone en 2024 et qu'on divise ça par le nombre d'habitants et que c'est un quota carbone qui gère cette répartition, on sera certain de respecter cette limite-là. Donc voilà, maximum de liberté individuelle, tout en alliant la radicalité collective, le tout dans un esprit de justice sociale. Comme vous l'avez compris, je l'ai dit au début, ça casse la logique de plus vous êtes riche, plus vous pouvez polluer. Après, il y a plein de défauts
au quota carbone individuel, plein. Déjà, ça demande d'avoir une agence d'État centralisée qui gère un peu la répartition de ces quotas, qui gère potentiellement un marché s'il y en a un. Voilà, ça c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est que souvent les foyers les plus modestes sont coincés dans des trajectoires de consommation carbone, enfin d'émissions de carbone très 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 élevées. Voilà, vous prenez un artisan à la campagne qui vend des fenêtres, qui a une très vieille voiture et qui doit circuler un peu partout, mais il va être coincé, il va probablement émettre plus que son quota carbone, et donc c'est extrêmement problématique. Là, ma réponse à ça, c'est que le quota ne doit pas être pensé tout seul. Il demande aussi de réorienter une partie des aides publiques. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez les aides publiques pour la transition des véhicules, pour obtenir le bonus, par exemple, pour les véhicules électriques. Mais en fait, quand vous regardez statistiquement, il est majoritairement orienté vers des catégories aisées de la population, parce que c'est elles qui achètent des voitures avant tout. Donc ça demande de repenser les politiques publiques autour. Ce n'est pas un outil qui est autonome du tout, ce n'est pas un outil qui est parfait non plus. Mais voilà, c'est un outil de débat, et encore une fois, je pense que son principal intérêt, c'est de questionner notre rapport à la limite. On commence à le voir de plus en plus, on a été rationné avec l'essence il y a quelques mois, on sera rationné avec l'eau aussi, et en fait, progressivement, on commence à comprendre ce que veut dire voilà, la limite individuelle dure, et c'est pour ça que je pense que c'est un outil de débat intéressant. Et dernier point, et après je conclus, c'est la faisabilité technique. C'est vrai que ça demande de repenser beaucoup de choses. Il faut donc une agence d'État centralisée, il faut une comptabilité carbone beaucoup plus sophistiquée que celle qui existe aujourd'hui. Ça demande d'avoir voilà, une estimation très fine de tous les biens. Donc il y a un aspect technique, et comme tout le monde le sait, je pense, dans cette salle, la transition, il y a vraiment une question de timing. On s'en fout d'avoir la bonne solution idéale dans 10 ans, ce qu'il faut, c'est que ça délivre des résultats tout de suite. Et donc peut-être que le temps de mise en place d'un tel système serait trop important. C'est assez stressant de voir le temps qui arrive. Il me reste 3 minutes, voilà, comme ça tout le monde est informé. Mais je vais prendre moins de 3 minutes. Je vais prendre moins de 3 minutes. Je vais conclure comme Timothée, donc voilà. Voilà. Donc Thomas, il va falloir que tu penses à une chute. Ok, donc je fais ça en 30 secondes, moi, c'est ça. Je t'introduis et tu t'introduis. Je vais faire un méli-mélo un peu de ce que vous avez dit. Effectivement, je rejoins Timothée sur le besoin de flexibilité des outils. Certains ont tendance à vraiment axer que sur un, donc ça peut être aussi un positionnement politique de dire moi mon truc c'est le quota carbone individuel, moi c'est la taxe carbone, et vous les voyez en fait ils répètent la même chose pendant 20 ans parce qu'ils sont attitrés comme spécialistes ou une ou un spécialiste sur le sujet. Donc ça peut être aussi un positionnement politique, mais la flexibilité est vraiment très très importante. Et je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Com. En fait, ça peut permettre ces outils, ça peut permettre le débat et les discussions. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais Jean-Marc Jancovici, qui est passé sur France Inter il y a 2 semaines environ pour parler du quota des avions et de la possibilité de faire seulement 4 vols. Je ne sais pas si vous avez vu le traitement médiatique qu'une seule déclaration a amené, mais ça a été, c'est la jungle depuis 2 semaines en fait. Il y a et les libéraux, les néolibéraux, la droite, l'extrême droite, etc., qui a récupéré le sujet. En tout cas, ça a mené à certains débats de dire, ok, en fait, l'avion pollue et jusqu'à où on doit aller, est-ce qu'on doit limiter les vols, etc., est-ce qu'on doit jouer sur la demande. Donc là où c'est vraiment très, très intéressant, c'est que ça permet d'amener des débats, même des gens qui ne sont pas forcément conscients sur l'écologie. Enfin, je suis allé voir sur certains comptes des réseaux sociaux qui sont complètement dépolitisés, ça a commencé à parler de ce sujet. Donc ça, en fait, ça permet aussi de déplacer une sorte de fenêtre d'Overton. C'est un peu, moi là-dessus, je suis vraiment, je trouve ça hyper positif. Il faut qu'il y ait des gens qui annoncent ce genre de choses pour que des gens ensuite qui disent juste il faut réguler le trafic aérien paraissent comme normaux en fait. Donc voilà, parce que ça s'apparente à la normalité. Pour le quota carbone individuel, je vais juste rester sur le côté politique parce que je sais que vous connaissez très bien la théorie sur ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet très dangereux et c'est vraiment une pente glissante à chaque fois que le sujet est évoqué. Et en fait, je vous invite juste à regarder sur les réseaux sociaux. On va prendre l'exemple de Twitter. Vous tapez passe carbone ou quota carbone individuel dans la barre de recherche et vous voyez qui en parle et les réactions que ça mène. Au-delà du côté technique, parce qu'effectivement, il faudrait que ce soit un truc étatique. Qui décide à quel montant est-ce qu'on décide que c'est 2 tonnes annuelles? Et pourquoi 2 tonnes? On sait que le chiffre de tonnes, typiquement, ce serait en dessous de ça.
et en plus, ça ne prend pas en compte l'équité. Donc, qui décide de ce chiffre? Comment? Est-ce qu'on le décide démocratiquement? Le temps que les personnes soient formées sur ces sujets, parce que j'imagine que dans la salle, c'est un peu biaisé, et on est tous plutôt écolos et plutôt d'accord qu'il faut un changement de système. Ce n'est pas le cas pour le reste de la population française. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, en gros, il y a plusieurs limites à ça. L'aspect technique, d'abord, et ensuite, la réactance que ça peut provoquer. La réactance, c'est vraiment la réaction de il faut changer, mais en fait, ça provoque l'effet inverse, ça bloque et ça stigmatise, et les gens sont bloqués totalement. Et il y a déjà, et j'en discutais en fait hier, il y a déjà une récupération politique sur ce sujet-là, alors que le climat n'est pas encore un sujet. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça ici, mais je vous assure que le climat, le changement climatique n'est pas encore un sujet pour la population, on va dire, en général. Ce sujet-là, là, il faut vraiment le prendre en compte, et si on commence et à axer, qu'on dit, c'est pour ça que la flexibilité est très importante, si la première des choses que vous évoquez quand vous commencez à parler de débat, et d'un point de vue politique, vous parlez du quota carbone individuel, on est mort. Très sincèrement, s'il y a je pense à la gauche, ils amènent ça en 2027, mais c'est même pas 5% que vous allez faire, c'est 0% en fait. Donc je pense vraiment que ce sujet-là doit faire partie des débats. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de se dire, effectivement, il faut aborder la question des limites, et on le sait en fait. On éclate limite après limite, on en a dépassé 6 ou 7 selon la dernière étude là, qui est sortie il y a un mois. 7 sur 8. Donc là, vraiment, il y a une question, il faut arrêter, il faut limiter, etc. Bien sûr, mais ce sujet-là est dangereux, et il faut penser aussi à la réactance que ça peut provoquer et à la récupération politique. Parce que moi, je me méfie énormément de la récupération politique de la droite et de l'extrême droite notamment. Voilà. T'as dit voilà, voilà, à la fin? Ok, et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on ouvre un peu le temps d'échange, de table ronde. Peut-être on peut commencer avec la question du pouls de la société. Comment on sent aujourd'hui les citoyens, les entreprises, les politiques à s'emparer de ces sujets, à mettre en place les choses. Tu en as un petit peu parlé, Thomas, mais voilà, est-ce que vous qui œuvrez sur ces sujets depuis quelques temps, vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui germe, où on va pouvoir avoir un terrain fertile pour que ces outils prennent place? Comme tu le disais, Timothée, on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc quelque chose de rapide qui soit intéressant. Moi, le fait de faire pas mal de conférences dans des entreprises variées qui sont plus ou moins alignées avec le climat, voire pas du tout, c'est de tester justement ce type d'idée un peu radicale comme le quota carbone qui vraiment brutalement vient mettre ça au premier rang. C'est de tester leur réactivité à ça et de les sortir un peu de leur zone de stabilité. Parce que les entreprises, quand on leur parle de taxe carbone ou de quota carbone européen, bon, là ça commence heureusement à monter le cours du carbone européen parce qu'il y a eu une réforme importante, etc. Mais la taxe carbone qui est toujours bloquée à 44 € la tonne, si je ne m'abuse. Oui, c'est toujours ça le prix. Pour l'instant, elle visualise mal ce qui pourrait vraiment les déstabiliser, les pousser profondément à revoir leur business model. Et donc moi, je m'amuse dans mes conférences à leur proposer des outils de ce type-là et voir comment elles réagissent. Les sortir de leur zone de confort, c'est ce que tu disais, Thomas, sur la fenêtre d'Overton. Je pense que c'est important d'invoquer des choses un peu extrêmes, typiquement aller parler, je sais pas, de végétarianisme, parler de comment vous feriez s'il n'y avait plus d'avions. Projetez-vous, là, l'entreprise en 2030. J'intervenais dans une grosse entreprise du BTP, ils n'arrêtent pas de bouger, ils ont des voitures dans tous les sens qui ne sont pas électriques, etc. Les inviter à se projeter dans un monde où vraiment il n'y a pas de... où ils se font des contraintes radicales. Et très souvent, cette déstabilisation, je trouve qu'elle est fertile. C'est-à-dire qu'ils en sortent un peu plus, je pense, un peu plus conscients et un peu plus aware du type de changement qu'il faut impliquer que quand on leur donne juste un diagnostic de l'Arctique est en train de fondre, ok, très bien, mais du coup, quoi après? Voilà, c'est un peu mon... Oui, donc voilà, je vais la refaire. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de suivre l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, qui arrivait juste après ma thèse. Donc moi, j'avais passé plusieurs années à faire l'équivalent des objectifs du développement durable, mais dans une optique de décroissance. Donc toute la troisième partie de ma thèse, j'avais développé vraiment cette liste de buts liés à des objectifs, liés à des cibles, associés à des instruments
designé d'une certaine manière pour qu'il y ait des synergies entre les instruments pour que ça puisse atteindre tous ces objectifs. Et quand j'ai vu la Convention citoyenne pour le climat et j'ai lu le rapport final, je me suis dit waouh, impressionnant, vraiment sur le papier, j'étais impressionné, je me suis dit c'est un bel exercice et il y a une richesse au niveau des instruments, c'est une belle boîte à outils. On l'a vu, dilué, passé de côté, donc là on avait un problème. On s'est organisé de manière innovante pour y apporter une solution qui, sur le papier, avait tout pour marcher, et il y a eu un blocage politique. La dernière expérience, c'est le rapport Pisani-Ferry de France Stratégie, où là aussi, énormément de travail, et le rapport jeté à la poubelle complètement parce qu'il pointait vers la nécessité d'avoir un ISF vert, enfin de mobiliser, en tout cas d'avoir des instruments de taxer les riches, en gros, pour pouvoir financer la transition. Donc là aussi, l'intégralité jetée à la poubelle, juste parce que on touche en fait à un instrument qui n'est pas acceptable dans l'atmosphère politique actuelle. Donc là, non, moi, ça me rend pas extrêmement optimiste, surtout parce que moi, en tant qu'académique, je suis sur le côté produire des politiques sur le papier, produire des boîtes à outils, mais de voir que dès qu'on les envoie, en fait, elles passent directement à la poubelle. C'est un petit peu, tu as fait des gâteaux toute ta vie pour tes amis, et là, tu te rends compte qu'ils les ont jamais mangés. À chaque fois, ah, merci pour le gâteau. Poubelle. Et là, moi, ce que j'arrive pas, le Rubik's Cube que j'arrive pas à résoudre, pas par manque de compétences et de connaissances sur le sujet, c'est d'arriver à pourquoi. Pourquoi, en fait, est-ce que la Convention citoyenne pour le climat a été diluée? Pourquoi est-ce que dans la façon dans ces relations de pouvoir et dans la façon dont on design le processus d'élaboration, et même sur la taxe carbone, si vous avez lu un bouquin qui s'appelle 800 jours au ministère de l'impossible, qui raconte justement l'expérience d'une personne qui a suivi le dossier et qui explique en fait pourquoi. Alors, parce qu'en tant qu'économiste, moi je me souviens quand ils ont annoncé la hausse de la taxe carbone, tu vois, on était tous du genre « what ?» C'est parce qu'il y avait une marche. Enfin, on a l'impression que ça avait été designé dans le noir. Ça n'avait aucun sens. Tu vois, la marche, normalement, c'est censé être graduel. Normalement aussi, tu as des mécanismes redistributifs. Enfin, il y a beaucoup de normalement. Et en fait, dans 800 jours au ministère de l'Impossible, ils expliquaient bien que la taxe avait été designée d'une certaine manière sur le papier et qu'avec les relations interministérielles et surtout Bercy, qui est un petit peu le super ministère qui donc a le dernier mot sur ce genre d'instrument, s'était dit ah bah tiens, ça on va modifier ça pour que ça soit il y ait un peu plus de revenus pour contrebalancer un manque de revenus ici ailleurs, et donc ça avait créé cette espèce de monstre qui logiquement en fait n'avait aucun sens. Donc là aussi, c'est pas vraiment des blocages sur le papier parce que des instruments il y en a énormément et ils sont d'une richesse folle. J'en mentionne qu'un qui est très précieux, c'est l'allocation inconditionnelle d'autonomie, qui est une forme de revenu de base qui a été développée par Vincent Léger et plusieurs collègues il y a déjà presque 10 ans. Et justement, où c'est un revenu inconditionnel, mais divisé en 3 parties, avec une partie gratuité socialisée, qu'on connaît déjà, mais étendue. Donc ça, c'est le Universal Basic Services. Une partie allocation monétaire, mais en monnaie locale, pour avoir des multiplicateurs vraiment dans une économie délimitée, pour justement essayer de rediriger nos ressources dans une économie en évitant ce qu'on appelle les fuites. Les fuites, c'est je vous donne des euros et vous allez acheter du kérosène pour brûler dans votre jardin. Alors que si je vous donne une monnaie locale, eh ben, dans la monnaie locale, vous ne pouvez pas acheter du kérosène parce que c'est décidé dans la monnaie locale. Et la troisième partie, c'est un revenu en euros normaux. Et ça, d'avoir ces 3 trucs, ça permet de faire varier aussi en fonction des différents ménages, des différentes régions. Une région qui n'a pas de monnaie locale, elle ne peut pas avoir de trucs en monnaie locale, donc on fait en euros en attendant. Une région qui a énormément d'infrastructures publiques, elle peut avoir une grande partie en UBS, une partie plus petite en euros, et aussi on peut la faire varier au fil du temps. C'est-à-dire qu'on fait, au début, on a beaucoup d'euros aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de monnaie locale et parce qu'on a privatisé énormément de services publics, donc c'est difficile d'avoir cette gratuité socialisée. Mais au fur et à mesure qu'on remunicipalise la gestion de l'eau, qu'on communalise la gestion des transports locaux, qu'on introduit des monnaies locales, qu'on construit des éoliennes ou quoi, et ben là on peut faire baisser la partie en euros. La partie en euros, c'est la partie dangereuse parce que c'est la partie qui est la plus à même d'avoir un effet rebond. Quand vous donnez des euros, c'est très difficile de contrôler, ça peut tout de suite retourner dans l'économie, même si vous le donnez à votre prof de yoga. Le prof de yoga, elle va l'utiliser pour le mettre en voiture, et en fait, ça va se retrouver chez Total, et ensuite, ça va se retrouver dans des endroits de l'économie où on ne veut pas du tout que ça se retrouve.
Donc voilà. Promis, après j'arrête. Après je fais des vraies conclusions. Si tu peux arrêter de parler de gâteau aussi, ce serait pas mal. Mais... J'ai juste ultra faim, c'est pour ça. Timothée se demandait pourquoi la Convention citoyenne, en gros, tout n'était pas repris, mais la réponse, elle tient en 2 mots, Emmanuel Macron, en fait. C'est vrai que c'est dimanche matin, je vais éviter pour... bon. En fait, pour rappel, il avait dit qu'il reprendrait au final 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Il avait dit qu'il les reprendrait sans filtre. In fine, alors il y a eu 2 ou 3 papiers, un du Monde, un de Reporter, etc. En fait, sans filtre, il y en a eu seulement là, à l'heure actuelle, 12% de reprises. C'est pas beaucoup pour quelqu'un qui devait reprendre sans filtre. Donc, effectivement, c'est hyper intéressant d'un point de vue démocratique parce que c'était vraiment des citoyens et dont certains et certaines personnes qui sont arrivées, qui ont été formées, etc., mais qui sont arrivées climato-sceptiques. Donc on ne parle pas de personnes déjà formées qui ont été à même de proposer. On parle de personnes à la base qui étaient climato-sceptiques. Bon, première intervention, Valérie Masson-Delmotte est arrivée. Bon, après 40 minutes, le mec, il y croyait. Enfin, en fait, voilà. Mais il y avait vraiment de tout au début. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et ces personnes-là ont été à même, après 20 heures, et puis elles ont travaillé tous les week-ends, etc., de proposer concrètement des mesures. Et l'objectif était de réduire les émissions, pour rappel, de 40%. Donc ça, c'est l'objectif actuel. Là, on doit passer au niveau européen, et donc la France va s'aligner au niveau européen. Nos émissions doivent baisser de moins 55%, et encore, c'est sur le territoire, on ne parle pas d'empreinte carbone. Et alors qu'on sait que, en fait, avec des chercheurs comme Yann Rieu-Dupont, si on prend l'équité en compte, donc nos émissions historiques et nos capabilities, donc, puisque la France est une puissance financière importante, on devrait réduire nos émissions d'ici 2030 de 63%. C'est ça les chiffres. Et ça, c'est science-based. Parce que je le rappelle, le moins 55% que vous entendez et qu'Elisabeth Borne répète comme ça n'a rien à voir avec la science. Hein. Ils ont sorti ça du chapeau, ils se sont dit, bon les gars, on dit combien? Moins 50? Non, moins 55. Ok, c'est moins 55. Mais si vous regardez en détail, ce chiffre, il est sorti du chapeau. Donc là, le côté maintenant sur quoi je voudrais appuyer, pourquoi ça ne passe pas, et même si en fait on a une majorité, évidemment qu'on a une majorité à vouloir taxer les milliardaires. Enfin, si Macron fait un référendum demain sur est-ce qu'on doit taxer un peu plus les milliardaires, enfin je veux même pas savoir le score, ça va être un score de dictateur, je pense. Mais évidemment, donc il faut vraiment, c'est à ce niveau-là qu'il faut appuyer et ne surtout pas penser que le changement climatique n'est pas politique. Le changement climatique, il est politique. Il est fonction des décisions politiques passées, présentes et futures. Donc c'est 100% de la politique. À partir du moment, je pense au débat des jets privés qui a eu lieu il y a un mois à l'Assemblée où certains députés pensaient qu'il fallait des jets privés pour désengorger les territoires. Enfin bref, c'est vraiment... Non mais c'est des clowns, hein. Vraiment, écouter des séances à l'Assemblée, mais enfin, moi ça m'a fait plus peur qu'un film d'horreur, c'était vraiment terrible. Mais bon, je sais pas, j'avais rien d'autre à faire un jeudi soir, mais bon. Non mais il faut vraiment les écouter hein, et vous rendre compte du niveau qu'il y a à l'Assemblée. Bref. C'est là où je voudrais vraiment appuyer. Enfin, en gros, c'est un engagement politique. Je pense que les personnes dans la salle, vous le savez déjà, mais il faut ne surtout pas croire que même si vous avez raison, c'est comme ça que ça va se passer. Et y compris pour l'information. Enfin, moi, mon job, c'est d'écrire des articles et d'informer, mais l'information ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment appuyer politiquement et ne pas penser qu'une fois que les gens sauront, ils vont changer. Voilà, je dois dire voilà à la fin, c'est bon. Donc voilà. Je vais juste réagir au fait de taxer les riches, etc. Pas pour dire que je suis contre, évidemment, mais pour dire que c'est une première étape, notamment sur les milliards, enfin sur les jets, les yachts, etc. Je pense que c'est des cibles qui sont importantes, mais qui sont quand même faciles. C'est-à-dire qu'il faut le faire, mais je pense qu'on pourra y arriver assez rapidement si on change de gouvernement. Oui, je pense que ça ne se fera pas sous Emmanuel Macron, probablement. Mais qu'il faut préparer déjà l'après aussi. Et l'après, ça va être de taper dans des choses plus dures. Probablement, déjà, nous-mêmes, on sera tous concernés. Il faudra qu'on descende notre consommation générale, etc. Même si les riches n'ont plus de jets, etc. Ça ne suffira pas, quoi. Il faudra aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et donc commencer à construire la sobriété. Et je voulais dire un mot là-dessus, c'est que là aussi, il y a un enjeu politique qui est de créer une nouvelle culture, créer un nouveau récit. Là, le thème aujourd'hui, pour les 2 jours, c'est les nouveaux imaginaires. Et je pense qu'on est encore au stade, mais vraiment zéro, en fait, de la création d'une culture de sobriété. Et c'est pour ça qu'il y a autant de friction
avec tous les outils de politique publique qu'on peut proposer, la sobriété n'existe pas. Quand on dit sobriété aujourd'hui, on imagine le bobo du 11e arrondissement qui met des bonnets en été, on imagine la rachitique végane anticapitaliste, etc. Enfin, il n'y a pas de modèle de sobriété crédible pour beaucoup de monde. Donc il faut la construire, et ça se construit à travers plein de vecteurs, les films, les séries, les jeux vidéo, évidemment la publicité, le budget pub. Je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur, hein, mais c'est de l'ordre de 40 milliards d'euros par an, c'est quasi le budget de l'éducation nationale. Donc forcément, tant que ces récits-là seront dominants, il y aura toujours une friction trop grande entre ce qu'il faudrait faire d'un point de vue de politique publique et nos désirs les plus profonds. Donc voilà, reconstruire nos désirs en passant par la culture, c'est pour moi une étape qu'on devrait enclencher très vite, massivement maintenant. Et souvent, le réflexe à ça, c'est dire « bah non, mais ça prendra des décennies, la culture et tout ». Bah, pas forcément. Il y a plein d'exemples récents qui montrent qu'on peut créer des vocations. Je pense à un exemple. Le Shift Project a fait une évaluation de la transition dans les métiers, entre 300 et 500 000 créations nettes d'emplois d'ici 2050, notamment dans l'agriculture, alors que la trajectoire de nombre d'agriculteurs aujourd'hui est en chute libre. On a besoin d'agricultrices et d'agriculteurs aujourd'hui, pourtant c'est un métier qui fait fuir. Ben allez-y, Netflix, Apple TV, toutes les plateformes, Imago TV ou j'en sais rien, créer des supports, engager les gens vers ces métiers-là qui ont du sens, qui sont véritablement utiles. Je voulais rebondir sur que j'allais faire une blague très très mauvaise sur l'amour est dans le pré, donc je ne vais pas faire ça. Je pense qu'on a... Mais sur la logique du rationnement, parce que tout à l'heure ce que tu as ouvert c'est extrêmement intéressant, et sur cette notion de comment créer une culture de sobriété qui soit pas juste... Enfin une culture de sobriété qui soit quand même ancrée dans des limites sociales. Parce que c'est ça pour l'instant, la sobriété, on a un peu l'impression que c'est une politique volontariste individuelle. Et là je vais recommander... deux personnes qui ont vraiment donnent un cadre absolument fantastique pour réfléchir à ça. La première, c'est un livre de Yorgos Kallis, l'économiste grec, qui a écrit un livre qui s'appelle Limite, pourquoi Malthus avait tort et pourquoi pourquoi ça devrait préoccuper les environnementalistes. Je crois que ça a même été traduit en français, où justement il part d'un concept de Cornelius Castoriadis, qui développait le concept d'autonomie radicale et d'auto-limitation. Et de montrer que il y a toujours une interaction entre les décisions d'autonomie individuelle et les décisions d'autonomie collective. Et ensuite, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de rediscuter des limites qui existent déjà. Ça, c'est extrêmement important. Quand on parle de rationnement, on ne passe pas d'une société libre où tout le monde fait ce qu'il veut, on n'a aucune limite. On passe d'une société avec certaines contraintes avec une autre société avec d'autres contraintes. Aujourd'hui, on a vu un rationnement par le pouvoir d'achat. C'est pas ouf parce qu'il n'y a pas de quota maximum, et c'est pas ouf non plus parce qu'on a un pays avec de très fortes inégalités, donc sur des ressources en raréfaction, ça permet à ceux qui sont déjà riches de les monopoliser. Donc il faut juste avoir différents types de rationnement, ce qu'on fait déjà. On rationne, ça c'est mon exemple préféré, on rationne les organes, pas par le pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas acheter des reins en France. On a un rationnement politique avec un système très sophistiqué qui s'est développé au fil de décennies. Pareil pour, je sais pas, ouais, ou des choses aussi bêtes que la queue quand vous allez faire la poste, ou vous allez dans un premier arrivé, premier servi. C'est un mécanisme de rationnement qui est beaucoup plus en phase avec le sens commun qu'un rationnement par les prix. Si on avait un marché de l'accès au guichet de la poste où chacun, on vend en enchère le droit d'être devant les autres et vous pouvez vendre derrière, tiens, pour 5 balles, tu peux passer devant moi. Enfin, ça paraîtrait complètement ultra compliqué. Alors que là, c'est le contraire. On nous dit, ah oui, non, mais on va parler, non, mais les quotas carbone, non, mais c'est compliqué. Si on fait des quotas sur l'utilisation des ressources naturelles, ça va être ultra compliqué. Comme si aujourd'hui, avoir un marché, ou laisser le marché justement avoir prédéterminer le rationnement et l'allocation de ces ressources, c'était quelque chose de simple. Pas du tout. Et sur cette chose-là aussi, juste d'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a le défi, à partir du moment où on admet qu'il y a des limites planétaires, à partir du moment où on admet qu'il y a des budgets biophysiques limités, pour donc chaque pression sur l'environnement, chaque ressource que l'on utilise, chaque pollution que l'on émet, ça veut dire qu'il va y avoir une logique synergétique d'auto-limitation écologique avec des quotas qui se parlent d'une certaine manière. Alors bien sûr, on peut trouver des points leviers ou quoi, mais il faut faire très attention de ne pas passer 10 ans à discuter
les quotas carbone individuels. Alors que la logique, ça serait de partir plutôt, ok, si nous voulons avoir une économie soutenable, il faut que cette économie, elle ait un métabolisme en harmonie avec la biocapacité des écosystèmes qui l'accueillent. D'accord. Donc ça veut dire un certain nombre de limites. On les identifie, c'est pareil à l'échelle d'un territoire, c'est pareil à l'échelle d'une entreprise, c'est pareil à l'échelle d'un ménage. Vous identifiez un petit peu l'inventaire dont je parlais hier, et vous avez ces limites. Et ensuite, vous vous posez la question, quels seraient les instruments qui permettraient, dans un esprit d'autonomie individuelle, d'autonomie collective, de respecter ces quotas ici et là. Et donc là, ça peut être des instruments différents pour quand on parle de l'eau. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a des discussions sur la progressivité des tarifs de l'eau. Donc la gratuité de l'usage et le renchérissement du mésusage. C'est comme ça que Paul Ariès en parlait dans les années 2000. Ce qui fait sens, c'est en fait une manière de rendre le rationnement par les prix un petit peu plus juste. Pour quelque chose d'autre, on ne va pas avoir cette même logique, on va peut-être avoir une logique de quota, et pour quelque chose d'autre, avoir une troisième logique. En fait, là, les instruments changent, mais la mentalité générale, qui est celle de s'auto-limiter, reste la même. Merci beaucoup. J'avais juste envie de vous poser une dernière question, peut-être avant de passer aux questions-réponses de la salle. On a mentionné la Convention citoyenne pour le climat. L'année dernière, il y a eu la Convention des entreprises pour le climat, qui amène à des feuilles de route, des trajectoires régénératives sur des modèles d'entreprises régénératifs. Est-ce que c'est un signal positif, Timothée? Est-ce que ça va peut-être être un bout du chemin de décroissance dont tu nous as parlé plus longuement hier? Est-ce que, Thomas, toi qui traques le greenwashing, est-ce que tu penses que c'est un énième mot qui va peut-être être abusivement utilisé? Voilà, un peu avoir votre avis sur le système régénératif. Dans l'esprit, le modèle de l'entreprise régénérative, bon après ça dépend de la manière dont il est développé, mais il y a des modèles qui conceptuellement sont très intéressants. Le problème de cette initiative, c'est que ça a été très concentré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse arriver à avoir donc cette autolimitation collective, il faudrait qu'il y ait des conventions sectorielles pour chaque secteur stratégique, des conventions au sein de chaque entreprise. Donc il y a en fait cette espèce de millefeuille qui commence dans une unité de production, qu'on retrouve après en interaction avec l'unité de production et les parties prenantes, qu'on retrouve après à l'échelle du secteur, qu'on retrouve après à l'échelle du territoire, où il y a plusieurs secteurs, qu'on retrouve après à l'échelle d'un plan national. Et donc, à chaque niveau, il va falloir faire des conventions. Et aujourd'hui, je pense que de ne cibler que les entreprises comme entité autonome, je pense que c'est une erreur, parce que certaines personnes, et elles ont raison vraiment de mettre ça en exergue, que l'entreprise n'a pas de droit d'existence. Alors ça, je sais que ça va être un petit peu hardcore à avaler, mais quand on parle par exemple je ne sais pas si on a un quota carbone à l'échelle du territoire, on ne peut pas se dire je vais le diviser par entreprise. Ce n'est pas une division qui est valide. Vous pouvez le diviser par territoire, les territoires existent, par région, les régions existent, par citoyennes et citoyens, les personnes existent. Une entreprise n'existe pas de la même manière. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est juste un groupement social avec des personnes qui existent déjà, dans un territoire qui existe déjà, dans une ville qui existe déjà. Et donc, il faut faire très attention aujourd'hui de ne pas considérer les entreprises comme des forums démocratiques permanents et de se dire non, ce sont des moments d'organisation éphémères. Les entreprises, ça va, ça vient, ça crée, ça se détruit. D'ailleurs, ça devrait se détruire beaucoup plus qu'aujourd'hui. On devrait avoir une capacité à créer une entreprise, trouver une solution innovante pour satisfaire un besoin insatisfait, et une fois que c'est fait, trop bien, peut-être on a réussi à simplifier ce besoin, détruire l'entreprise. Bam! Et on refait un truc, d'avoir cette espèce d'agilité productive qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on crée des entreprises justement qui défendent leur existence, leur droit d'exister, parce qu'elles ont investi énormément dans leur marque, et donc qui vont toujours essayer de se rediriger vers quelque chose d'autre, dans cette espèce de course à justifier leur propre existence, alors que c'est complètement acceptable pour une entreprise de s'arrêter. Donc ces initiatives, très très bien, mais elles ne vont pas être le moteur des décisions démocratiques, parce que ces décisions, elles doivent être avec des parties prenantes dont la grande majorité ne font pas partie de ces entreprises dans les territoires.
Et donc moi je préférais voir ça, donc plutôt avoir des conventions territoriales, sectorielles, mais quand je dis sectorielles, c'est pas juste les entreprises d'un secteur, c'est aussi les consommateurs de ce secteur, les parties prenantes, les ONG qui travaillent sur les conséquences environnementales de ce secteur. Et bien sûr, les gens qui travaillent dans les entreprises seront amenés dans ces conventions, mais c'est pas parce que ce sont des entreprises, et encore moins parce que ce sont des grandes entreprises, qu'on devrait leur donner un pouvoir supérieur à la moyenne. Alors oui, pour rebondir dessus, en fait, je ne connais pas bien le modèle de la CEC, c'est ça? Est-ce qu'il y a des entreprises cotées à l'intérieur de ça? Est-ce que quelqu'un sait ça dans la salle? Oui, c'est le cas? Ok, donc je vais confirmer ce que je raconte. Il y a probablement du greenwashing. En fait, à partir du moment où vous êtes une entreprise cotée, vous répondez à une logique capitaliste, en gros. Et je ne connais pas une seule entreprise cotée qui a un plan qui puisse contribuer à la neutralité carbone. Pas une seule. Je parle des entreprises du CAC 40, du SBF 120, etc. Pas une seule. Donc s'il y a une personne dans la salle et les personnes qui écouteront qui seront capables de me prouver le contraire, je vous assure, je vous prends avec les bras ouverts. À la seconde où vous m'envoyez les preuves, non seulement je vous fais livrer une caisse de champagne, mais en plus j'écrirai dessus pour m'excuser. Donc voilà, ça c'est la première des choses. En fait, pour moi, c'est des mots un peu valises. Dès que j'entends climat, fort de planète, etc., j'ai toujours pour moi, c'est un red flag en gros. Donc, je veux bien voir sur le papier qu'est-ce qu'ils présentent, parce que si vous cherchez toujours à avoir une logique de profit et non de partage, et même à l'intérieur de l'entreprise, j'y crois pas une seconde en fait. Et je ne connais pas une seule entreprise du CAC 40. S'il y a vraiment des entreprises du CAC 40 qui sont là-dedans, moi, j'y crois pas une seconde. C'est comme entendre BNP Paribas qui va dire, c'est l'entreprise qui change. L'entreprise, c'est quoi? C'est la planète qui change. Je ne sais même plus leur logo. C'est tellement du bullshit que j'ai même. Voilà. Donc, moi, je n'y crois pas une seconde. Désolé, mais j'espère peut-être que c'est génial ce qu'ils font, qu'il y a des gens très motivés. Je sais qu'il y a des gens dans les grands groupes. J'ai discuté avec une dame hier, peut-être qu'elle est dans la salle, de chez BNP Paribas, qui me disait qu'ils étaient vraiment dans l'année, il y allait avoir une révolution chez BNP Paribas. Donc, moi, je lui ai dit oui, c'est-à-dire donc une révolution, et donc ce serait une révolution des employés. Mais je lui dis encore une fois, j'ai dit peut-être attention à l'effet bulle, parce que typiquement j'ai certains amis qui sont en salle de marché chez BNP Paribas, ils ne sont pas prêts pour la révolution. Je vous assure, là, ils n'ont pas reçu le mémo en fait. Donc je ne suis pas sûr pour la révolution. Et connaissant un peu la communication de BNP Paribas, Antoine Cyr et d'autres, c'est les rois pour dire on vient d'investir dans un plan vélo, c'est incroyable. J'ai dit oui, mais Antoine, tu as investi des milliards dans les énergies fossiles aussi, il faut quand même le souligner, quoi. Donc je ne suis pas sûr que ces entreprises-là, si elles se revendiquent, je ne sais pas, régénératives, etc., je veux bien voir ça sur le papier, quoi. Mais là pour l'instant, j'y crois pas. Mais en fait, je demande qu'à être réfuté, hein, bien sûr, avec grand plaisir même. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on ouvre la session de questions-réponses avec la salle. On a un peu plus de 35 minutes, donc ça va nous laisser du temps. Il y a 2 micros qui vont circuler. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces infos et cette mise en perspective. Par rapport à la thématique de quotas, vous n'avez pas parlé de la problématique du contrôle. Dès qu'on a une restriction, alors si c'est l'eau, c'est simple, puisque je reçois ma facture d'eau, et donc dans ma facture d'eau, je vais payer moins une première quantité d'eau, plus une deuxième quantité, et plus encore au-dessus. Si en revanche on me dit tu as un quota, ça veut dire qu'on va contrôler l'intégralité de ma consommation. Si on me dit tu as 2 vols par an, c'est simple, puisque quand je vais acheter, on peut mettre un contrôle à l'endroit où on achète les billets d'avion. Mais si on me dit juste, voilà, il ne faudra pas dépasser les 4 tonnes, les 6 tonnes, les 8 tonnes, ça nécessite la mise en place d'un contrôle qui, à mon avis, est inacceptable pour la population, parce que même le contrôle fiscal, le contrôle social, c'est quasi inacceptable pour une partie de la population. Donc voilà, j'aimerais vous entendre sur cette question. Alors, je vais les laisser rebondir. Tu as
entièrement raison. Et en fait, j'ai pas encore écrit dessus, mais je suis en train là. Et je vais notamment souligner ces limites-là, parce qu'évidemment, comment on contrôle ? Et qui contrôle ? Ça va être au niveau de l'État. Et il y a systématiquement, je dis bien systématiquement, et partout dans le monde, il n'y a pas un seul contre-exemple de dérive derrière, une fois qu'il y a ce type de contrôle. L'exemple facile, c'est la Chine avec le crédit social. C'est très facile, c'est plus facile pour visualiser. Mais en France, ce serait exactement la même chose. Et moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société où dès que je mange une barquette de frites, je dois le remplir quelque part. Enfin, je n'ai pas envie de vivre dans une société comme ça. Donc je préfère changer les choses de façon structurelle plutôt que d'espérer de mettre en place un quota carbone individuel, plus la surveillance de masse et les dérives qu'il va y avoir derrière. Tu as entièrement raison de dire ça. Je ne voulais pas l'évoquer ici, mais tu as bien fait de lancer la question. Je suis d'accord qu'il y a un sujet avec ça aussi. Pour m'être battu contre la 5G, pour plein de raisons, notamment écologiques, mais aussi de surveillance, c'est un angle, disons, de discussion qui m'intéresse. Je pense que, et c'est ce que j'ai commencé par dire, je crois, sur le quota, il n'y a pas de... Le quota, il y a des milliers de paramètres, en fait, à définir dans le design de l'infrastructure de quota carbone. Et donc la façon dont on débite les unités individuelles de carbone au moment où tu fais une consommation, donc la barquette de frites, non c'est toi qui disais la barquette de frites, ça peut être fait de plein de façons différentes. La façon la plus brutale et a priori la plus conforme au système que tu as envisagé là, c'est que tu as une carte carbone indépendante qui est reliée à un compte carbone géré par une agence d'État centralisée. Tu peux aussi envisager, et donc là ça fera du boulot et du grain à moudre pour les employés de BNP, de le rattacher à ta Visa, à ta carte bancaire, tu vois, à proposer voilà, un service bancaire rattaché à ça. Tu peux aussi envisager, si tu n'as pas envie d'être tracé, de créer une nouvelle monnaie. On parlait des monnaies locales, bon, bah, là, ce sera une monnaie nationale, mais adossée sur le carbone, où tu retires des unités cash de carbone dans des points de retrait. Et comme ça, quand tu achètes ta barquette de frites, bah, personne ne sait que tu l'utilises pour ta barquette de frites. Ce que je veux juste dire par là, c'est que le design, encore une fois, il est ultra paramétrique. Il y a plein d'options à trancher. Et si on considère que, et c'est mon cas, hein, que le côté flicage, contrôle trop centralisé est un problème, je sais pas, en France on a mis en place la TVA quand même. Hein. Je veux dire, c'est compliqué conceptuellement la TVA, si vous avez déjà regardé un peu de près comment ça fonctionnait. Pourtant aujourd'hui c'est c'est une des premières ressources fiscales publiques. Donc on repose massivement sur ça. Ce que je veux dire par là, c'est que cette complexité-là ne doit pas nous freiner. Et puis voilà, c'est un peu le défi du siècle, quoi. Donc si on sort juste des solutions de coin de table ultra simples, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il faut l'envisager quand même. Alors je rebondis aussi parce que certains designs, et là je vais en parler d'un en particulier, évitent complètement ce problème. Donc là je vais vous parler du TEQ, T-E-Q, Tradable Energy Quotas, qui est un système de compte carbone individuel qui a été développé par une proposition dans un rapport à l'Assemblée nationale en Grande-Bretagne de 2011, qui est très détaillé avec une belle analyse macroéconomique. Je pense que de tous les systèmes qu'on a au monde, c'est vraiment l'analyse la plus fine qui détaille comment fonctionnerait un système de quota carbone individuel. Et en fait, ce qui sont réalisés à l'époque, c'est que les émissions carbone, elles se passent quand on achète des énergies fossiles. Mais les énergies fossiles, on n'en achète pas souvent. C'est-à-dire que individuellement, quand vous achetez du pétrole pour votre voiture, du kérosène pour votre jet et du chauffage pour votre maison, quand vous achetez des frites, dans le système des TEQ, vous n'avez pas besoin d'être débité d'un quota carbone. Pourquoi ? Parce que c'est le producteur de ces frites qui, lui, a acheté pareil du chauffage, de l'énergie pour faire chauffer sa friteuse, des choses comme ça. Donc c'est un système en fait où vous n'avez pas besoin de fliquer l'intégralité des personnes, mais au niveau des entreprises, par contre, les entreprises doivent avoir de la manière où ça existe déjà aujourd'hui. Chaque entreprise, voilà, vous devez avoir, quand vous faites l'inventaire de vos coûts de production, bah là, ce serait pareil, il faudrait juste dire combien de ça, c'est en tonnes d'énergie fossile. Et donc, il y aura une espèce de réverbération à travers des prix. Donc ça, c'est un système assez compliqué, mais juste pour dire que certains designs ont trouvé des solutions à ces problèmes qui amènent, en fait, un surcroît de monitoring assez light, surtout pour des entreprises aujourd'hui qui de toute manière vont devoir le faire. Quand on fait un plan climat pour une ville ou un plan climat pour une entreprise et qu'on commence à mesurer des choses comme ça, eh ben on fait la même chose. On demande à une entreprise de calculer et de rendre publique l'intégralité de ses émissions carbone. Donc là, ça serait la même chose, sauf que on connecterait les émissions carbone avec là d'où elles viennent, notamment juste l'usage des énergies fossiles.
Merci, on va prendre une deuxième question. Oui, bonjour. Moi, je me posais la question parce qu'il y a beaucoup de systèmes de quotas d'énergie ou quotas carbone qui sont adossés à un système de marché. Et du coup, pour moi, en fait, on retombe dans un écueil inégalitaire, puisque du coup, si on a plus de moyens, on va pouvoir acheter des quotas supplémentaires. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Et justement, les Tradable Energy Quotas, il me semble qu'ils sont adossés à un système de marché aussi. Ouais. On se disait qu'on allait peut-être prendre plusieurs questions. Ouais, ça va. On va prendre du coup 2 autres questions pour compléter. Il y a peut-être des personnes au fond qui veulent poser des questions aussi. Oui. Bonjour. Alors désolé, je suis un privilégié. J'ai déjà posé une question hier, mais j'ai pris un gros vent par Ruffin et Boyer. Du coup, je vais réitérer. J'aurai peut-être plus de chance avec vous. En fait, la question que moi je me pose, je suis professionnel de santé sur un territoire, et c'est comment est-ce qu'on va réussir à construire des communs informationnels suffisamment transparents pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on veut en faire, et les mettre au service d'une gestion de communs physiques, pour essayer de stimuler à l'échelon local une gestion citoyenne des restes de communs qu'on va avoir à partager. Et en fait, derrière tout ça, si on prend le prisme de la santé, les bouquins d'Éloi Laurent, ce genre de choses, comme peut-être ce qui devrait guider la chose, parce que typiquement, c'est un peu le sujet des sujets, surtout sur les questions climatiques, et qu'on se pose le regard sur ce qui se passe actuellement, il y a des dynamiques dont on n'entend pas vraiment souvent parler, qui s'appellent la santé communautaire. Et la santé communautaire est dans une dynamique d'inclusion d'institutions locales, d'entreprises, d'associations, de professionnels de santé, pour construire à des échelons très locaux des dynamiques citoyennes qui vont en ce sens-là. Donc en fait, il y a déjà des choses qui se font en ce sens et qui sont assez peu visibles et sur lesquelles on travaille. Et par ailleurs, et ce sera l'objet de ma question, c'est qu'on parle de liberté, d'égalité, de solidarité, d'émancipation individuelle au sein du groupe avec la conscience du groupe. Et ma question qui va peut-être décaler un peu la fenêtre d'Overton ici, c'est que pensez-vous de l'idéologie anarchiste? Merci. On prend une troisième question peut-être? Allô, oui, vous m'entendez bien? Oui. Du coup, moi, c'était Thomas, tu parlais tout à l'heure de côté politique et pour le réseau écolo, en fait, essayer d'étendre à ceux qui ne sont pas, je pense, autant que dans cette salle, très conscients des enjeux et tout. Comment faire pour, au niveau des politiques économiques, des politiques institutionnelles, dans l'Union européenne, au niveau de l'État, etc., pour que, j'ai envie de dire, le réseau écolo augmente son influence et créer une culture qui gagne en fait d'influence dans ces domaines-là, parce que du coup là on voit bien qu'on a plein de solutions, mais on a des blocages sur l'application de ces mesures et sur du coup l'influence politique en fait. Du coup je voulais avoir parce qu'il y avait des infiltrés, je crois aussi comme groupe qui essaye un peu d'en parler, etc. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez là-dessus. Je laisserai répondre sur l'anarchie. Enfin, je peux en parler parce que c'est passionnant, mais pour te répondre, évidemment que je n'ai pas une... Tu imagines, si j'avais la réponse, on ne serait pas là. Hein. On serait tous en train de siroter des cocktails, là. Donc, tu imagines bien qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas qu'une seule réponse. En fait, il y a plusieurs axes, notamment de communication. Alors, avant de parler de politique, c'est comme... Quand vous commencez à parler du changement climatique, c'est parfois même pas le bon angle, en fait. Il faut commencer à parler des autres sujets, et c'est un sujet que j'ai travaillé notamment avec Magali Regueza, qui est au Conseil pour le climat, et Valérie Masson-Delmotte. En fait, au lieu de parler de ces sujets-là et du changement climatique, vous commencez à axer sur autre chose, donc sur le travail. La santé est un super sujet. On l'a remarqué là récemment. Quand vous commencez à parler de santé et à parler des co-bénéfices, ça écoute beaucoup plus que dire vous allez vivre un enfer, etc. Même si, bon, 50 degrés, ça se rapproche. Mais
En tout cas, c'est un super sujet. Donc il faut axer par d'autres choses, le travail, la santé, etc. Ça, on a remarqué que ça marchait bien. Enfin, je pense notamment à la santé, c'est vraiment un super truc. Il faut juste continuer le travail. Enfin, il y aura pas de miracle. La seule chose, c'est qu'il faut être conscient qu'en face, ils nous attendent pas avec les bras ouverts. Vraiment. Je suis la presse tous les jours et je pense que c'est le cas pour la majorité des personnes ici. Lisez, Le Figaro, il y a 2 jours là. Il y a 2 jours. Il y a une pub pour le dernier livre de Christian Gérondeau. Donc c'est un type qui a 83 ans, qui était spécialiste des autoroutes. Et lui, là, il a un livre, il a dit, bon, je pense que le GIEC, il raconte des conneries. Mais Christian, il faut nous laisser, en fait. C'est vraiment... Mais donc... Bon, pardon. C'est... En fait, il faut vraiment y aller doucement, je suis désolé. Je sais que c'est enregistré en plus, mais bon, en fait, les climato-sceptiques, il faut se rendre compte qu'il y a une presse, parce qu'au-delà des forces politiques, il y a la presse aussi. Et il faut se rendre compte qu'en fait, ces gens-là ne vont pas changer. En fait, il n'y aura pas de miracle du Figaro. Ils ne vont pas se dire, d'un coup, il n'y aura pas en première page, bon, on arrête les jets privés, on arrête. Jamais, en fait. Jamais ça ne va arriver. Ou alors, je serai au chômage et tant mieux. Mais ça ne va pas arriver. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a des forces ils ont vraiment les moyens aussi. Il faut voir à quel point il y a c'est une notion qui est propre au féminisme. Il y a en ce moment, et c'est un sujet que je prépare pour cet été, c'est un spoil, ça s'appelle le backlash écolo. Donc c'est un truc qui est en train de grossir là, parce que les gens commencent à se rendre compte de la gravité de la situation. Et qu'est-ce que font en gros les gens qui tiennent le business as usual là? Ils sont en train de dire c'est de la faute des écolos. Mais je vous assure, suivez la presse, dès qu'il y a un truc qui se passe, il y a une mouche qui vole, mais c'est de la faute de Sandrine Rousseau en fait. C'est tout le temps comme ça en ce moment. C'est tout le temps de la faute des écolos. Les feux dans les Landes, l'été dernier, si vous vous rappelez, dans les 24 heures, Mac Lesguy, Géraldine Vosner, Emmanuel Ducrot, donc journaliste au Point, journaliste à l'Opinion, enfin vraiment de la grande presse, ces personnes-là, tout de suite, ont dit c'est de la faute des écolos, non. Mais bon, et ça, le bruit, vraiment, ça a été des milliers de réactions, vues des millions de fois, tout de suite. Il y a France Info qui a fait un debunk de ça 48 heures après. Le journaliste, il a dit non, j'ai regardé, en fait, pas vraiment. Hein. Mais il a eu 3 réactions, dont sa maman, tu vois. Donc en fait, il faut se rendre compte de ces forces-là, et eux ont les moyens, de désinformer, et ils n'ont pas d'éthique. Il faut vraiment, nous, on essaye d'avoir un peu d'éthique quand même, mais en face, il faut vraiment se rendre compte de ces forces-là. Donc prendre en compte la mauvaise foi en face, prendre en compte la désinformation, il va falloir jongler avec. Donc l'information de super, et il va falloir se battre. Enfin, si moi je suis là, au lieu d'écrire des articles tranquilles et aller, regardez, il y a une conférence à midi, on va en parler de la désinformation en ligne. Chaque tweet que je mets, en ce moment là, depuis 2 semaines, j'ai une vague de climato-sceptiques et d'intellectuels en commentaire pour me dire que c'est solaire, que ça n'existe pas, que j'exagère, que je suis un Khmer vert, un nazi vert, etc. Il faut aller lire les commentaires. Donc il faut savoir que ça arrive et qu'on a des forces contraires et que ça ne va pas être facile. Voilà. Je voulais répondre à la question sur le marché qui a été posé là-bas. C'était qui déjà? Que je regarde quelqu'un? Oui, voilà. Là aussi, je vais faire un peu la même réponse. En fait, ça dépend du design du système. Et vous pouvez décider qu'il n'y a pas de marché. Vous pouvez décider que s'il y a 8 tonnes de CO2 par an par personne et que la personne ne consomme que 5, l'agence d'État lui rembourse le prix des 3 tonnes qu'elle n'a pas consommées, mais elle ne la remet pas sur un marché qui sera achetable par quelqu'un d'autre et qui peut nourrir des phénomènes de spéculation. Et la chercheuse Mathilde Scouba de Sciences Po, qui a beaucoup étudié la carte carbone notamment, elle propose de faire un truc intermédiaire, c'est-à-dire c'est pas full market, genre le milliardaire qui a son jet ne peut pas racheter 1 million de quotas carbone de la classe populaire française qui n'a pas pu le consommer parce que son mode de vie n'émet pas tant pour alimenter son jet privé. Elle propose, Mathilde Scouba, de faire un système où on peut racheter jusqu'à 50 ou 100% de son quota initial. Mais c'est tout. C'est-à-dire si c'était 8 tonnes, vous pouvez racheter encore 8 tonnes et après c'est bloqué. Et je vais rebondir aussi, même si la question ne m'était pas adressée, mais bon, c'est une table ronde, alors j'en profite, sur les politiques publiques, etc. Je pense qu'il y a 2 points sur lesquels on est mauvais en ce moment.
dans les sphères écolo, c'est qu'on n'aborde pas assez certains des sujets régaliens. Et je pense que du coup, on manque énormément de cohérence. Et je pense notamment au secteur de la défense et de l'armée. Je ne sais pas ce qu'est une armée écolo, une armée compatible avec les limites planétaires. Ça, peut-être, Thomas, tu pourras nous répondre. Voilà, je vois que tu... Mais voilà, je pense que c'est un sujet intéressant. Et même toutes les autres questions à côté, la justice, etc. Je n'aborde pas la question de la police, ça, on commence à voir ce que c'est. Mais voilà, donc être peut-être plus cohérent sur voilà, se rendre crédible, en fait, tout simplement, pour exercer le pouvoir tel qu'il existe, même si c'est une 6e République. Il faut qu'on se montre sur d'autres sujets que l'énergie, l'agriculture et les transports, parce que c'est pas que ça, l'État. Et le deuxième point, c'est, même si je m'inscris complètement dans ce que tu as dit, Thomas, sur il y a une bataille en fait, culturelle qui est en cours et on n'y échappera pas, et il faut se préparer à ça. Je reboucle sur le côté imaginaire. On a aussi besoin de produire vraiment des récits positifs, désirables, enviables. Récemment, je parlais avec Jean-François Caron, qui est le maire de Los-Angeles, et qui a vraiment réussi une transition territoriale avec une population qui était vraiment marquée par la fin de l'ère du charbon, etc. Donc il a réussi à sortir une ville du chaos, j'allais dire, notamment social, avec la transition écologique. Et lui, il dit qu'en gros, on est à un stade où le modèle d'avant, clairement, il est fucked up, voilà, il est oublié, c'est bon, il faut terminer, voilà, il est en agonie, il faut terminer de l'abattre, ok. Mais il y a clairement un brouillard entre nous et le monde de 2050 désirable. Et ce brouillard, il faut le dissiper au maximum. Et pour l'instant, la transition, je suis désolé de dire ça ici, mais c'est trop les ingénieurs qui bossent dessus. Vraiment, on a besoin d'artistes, on a besoin de culture. Et je sais très bien que ça fait bisounours de dire ça. Merci. Mais c'est très fleur bleue de dire ça, j'en ai bien conscience. Mais pour dissiper ce voile et pour avoir le désir de se projeter au-delà de cette espèce de brouillard largement cultivé par les climato-sceptiques dont tu parles, il faut qu'on produise massivement des nouveaux récits. Alors, avant de répondre sur l'anarchie, qui est l'un de mes sujets vraiment que j'adore, juste sur... Donc, alors, déjà, la première division, hein, c'est entre la taxe carbone et les quotas carbone. Et vraiment, c'est des instruments symétriques dans le sens où la taxe carbone, vous fixez le prix, mais vous avez une incertitude au niveau des volumes, alors que le quota, c'est le contraire. Vous fixez le volume et vous avez une incertitude au niveau du prix. Après, comme l'a bien dit, il y a plein de façons, une fois que vous avez des quotas carbone, on a un marché carbone hein, à l'échelle européenne, donc vous avez des quotas, déjà, il y a une façon de les distribuer. Vous pouvez dire, on prend les entreprises, on regarde historiquement ce qu'elles ont émis et on leur donne les carbones qui correspondent et après quand ça réduira, ça réduira. Là déjà c'est un choix de leur donner. On pourrait aussi les vendre. Dans le système TEX, c'est une vente aux enchères. C'est-à-dire que le carbone devient à un prix spécifié déjà dès le départ, donc tous les quotas sont vendus aux enchères et une partie est distribuée en revenu universel carbone. Donc là c'est une partie. Le gouvernement doit aussi acheter dans le système TEX ces quotas carbone. Donc là, pareil, s'il veut faire fonctionner une armée, si ça c'est le limite, il va falloir choisir entre faire fonctionner des hôpitaux et faire fonctionner une armée. Donc ça met le gouvernement en tant qu'entité économique dans une position qui devrait être, comme toutes les entités économiques, faire face aux limites. Et après, on peut avoir différentes dynamiques donc, de marché. Donc, tu l'as bien dit, hein, Mathilde Chouba, qui analyse un petit peu donc, ce système comme le logement social, c'est de voir le carbone comme un logement social où on voit un truc et une fois que vous partez, c'est l'État qui est propriétaire qui le récupère et peut décider de le remettre à la vente ou non en fonction. Et aussi, ça peut être un marché contrôlé. Donc, dans le cas des TEX, c'est effectivement, il y a un marché secondaire où si vous n'utilisez pas tous vos quotas, vous pouvez, sur une place de marché, les vendre à d'autres personnes qui veulent les acheter. Bon, déjà, c'est une amélioration par rapport à aujourd'hui parce qu'on ne peut acheter que les quotas qui sont disponibles. Ensuite, c'est un marché où les prix sont contrôlés. Prix contrôlés, ça veut dire qu'on a des prix planchers, des prix plafonds et qu'on peut avoir une progressivité des prix. Donc, de la même manière, ça serait de dire un petit peu dans la même logique que Mathilde, si vous rachetez des quotas la première fois, vous payez un surplus, la deuxième fois, vous payez encore plus, la troisième fois, vous payez encore plus, pour faire en sorte en fait, de créer des incitations et pour pénaliser ceux qui rachètent beaucoup de quotas. Donc juste pour dire, en fait, ça dépend des instruments qu'on veut leur donner et ça dépend aussi des territoires et de différentes sociétés qui ont aussi des taux de marchandisation, c'est-à-dire qui ont plus ou moins de marché. Donc si vous le faites au Royaume-Uni, par exemple, les TEX, le Royaume-Uni, qui est un pays très fortement marchandisé, néolibéral, où énormément de choses ont été privatisées, ce n'est pas la même vibe que si vous le faites en France, et encore moins la même vibe que si vous le faites en Suède. Donc là, différents instruments. Sur l'anarchie et la santé, bon, la décroissance comme concept a une grande filiation anarchiste. Donc c'est ce concept de Castoriadis, la différence, l'autonomie radicale.
C'est extrêmement important et je repars sur la définition d'un commun et surtout d'un commun en verbe, donc faire commun ou en anglais commoning. Le commun, c'est une communauté de personnes qui se groupent autour d'une ressource et qui décident donc d'auto-gérer la ressource. Donc elles décident d'un protocole de gestion de la ressource. Ce qui fait la différence là, c'est si vous avez, je ne sais pas, l'État français va décider, ok, maintenant chaque ville a une monnaie locale. On la design comme ça, on vous la donne. Cornelius Castoriadis dirait ça, c'est une force hétéronome, c'est-à-dire que ça vient de l'extérieur. Donc là, ça irait à l'encontre de cet esprit de l'autonomie radicale, où pour qu'un commun fonctionne sur le long terme et pour qu'un commun soit au plus proche de la démocratie et du bien-être, il faudrait justement que les parties prenantes puissent délibérer, participer à l'élaboration des règles. Ça me permet de donner un exemple, parce que ta question elle est excellente, de dire comment tu coordonnes en fait un peu différents communs, avec quel logiciel, système d'information. Les monnaies locales, ça peut être un bel exemple. Et là, je vais parler du Fureai Kipu, qui est une monnaie locale japonaise, qui a été développée en 1995, à une période où en fait, dans la culture japonaise, les petits-enfants prenaient soin de leurs grands-parents, qui habitaient souvent très proches, de manière non monétaire, mais les petits-enfants se sont mis à aller faire des études dans des villes lointaines, et donc on s'est rendu compte, je ne peux plus prendre soin de mes grands-parents, comment je fais? Et donc ils ont créé une monnaie locale, un réseau de réciprocité, on pourrait dire à la couchsurfing, où moi, tu vois, je déménage à Tokyo, je prends soin de tes grands-parents, ce qui me fait gagner des Fureai Kipu que je peux utiliser, donner à ma grand-mère à Osaka pour qu'un autre jeune prenne soin de ma grand-mère. Et donc là, on voit, on a un commun. Donc la ressource qu'on a, en fait, c'est le temps disponible pour prendre soin de nos sages. Et on va créer un système d'information, donc un protocole qui va déterminer comment on calcule les Fureai Kipu, est-ce qu'il y a des équivalences entre tel service, tel service. Donc là, démocratiquement, il faut qu'on se mette d'accord. Et on voit qu'on crée un système d'information qui nous permet ici, de manière extrêmement intéressante d'ailleurs, de faire face à un besoin insatisfait sans forcément créer un surcroît de revenus monétaires. Parce qu'on en parle souvent, la croissance est nécessaire pour financer une population vieillissante. Oui, bien sûr, si vous avez des EHPAD à but lucratif qui s'en mettent plein les poches et où les prix des soins augmentent et que vous avez un milieu pharmaceutique extrêmement privatisé, où là aussi c'est spéculation à gogo, oui, vous allez avoir besoin de créer énormément de revenus. Oui, il faudra augmenter le pouvoir d'achat des ménages pour qu'ils puissent avoir accès à la même qualité des soins. Mais si vous démarchandisez une partie avec cette logique du faire commun, ancré sur un système beaucoup plus résilient, parce qu'il est ancré sur des ressources physiques, donc le temps disponible des gens qui prennent soin, donc des personnes plus âgées. Et là, c'est l'une des manières, en fait, de découpler le bien-être de ces impératifs de croissance et de la dépendance au pouvoir d'achat. On va faire tourner le micro pour 3 autres questions. Bonjour Christophe, ça tombe bien que j'ai parlé de défense, parce que je suis militaire. Et puis je m'intéresse à l'énergie depuis une quinzaine d'années. Et dernièrement, j'ai organisé une conférence de Mathieu Ozano au commandement des forces terrestres. Donc effectivement, je pense que là, on discute beaucoup entre nous. Il ne faut pas oublier qu'on a un environnement général géopolitique assez évolutif en ce moment. Je ne parlerai pas de la guerre en Ukraine. Et que certes, il faut qu'à notre niveau, on soit capable d'évoluer, mais si les autres ne font pas pareil, et qu'on oublie nos moyens de défense et autres, on va se retrouver assez démunis parce que les autres vont mettre la main sur les ressources, parce que les ressources ne sont pas chez nous. Par ailleurs, voilà, donc, pour répondre à la question qui était posée, les armées s'en préoccupent. Ça fait maintenant une dizaine d'années que la réflexion est en cours. Il y a une dizaine de jours, Jean Covici est intervenu à l'école de guerre. Il a même failli rencontrer les chefs d'état-major des armées. Voilà. Donc les armées, à l'image des autres armées du monde d'ailleurs, ont pris en compte ce problème-là. Sauf que pour nous, ce n'est pas tout à fait le même problème entre guillemets, que pour les autres. Alors ça c'est facile de se dédouaner, mais quand vous voyez que quand on a des machines de guerre qui consomment énormément d'énergie, et c'était dit tout à l'heure, oui, il y a un choix. Comment on fait pour à la fois conserver notre confort de vie et d'être capable d'assurer notre sécurité? Et pour être un peu plus optimiste, je pense que la France a quelque chose à faire là-dedans.
en s'appuyant sur notre expérience passée de la Révolution française ou la nation en armes, et donc on peut parler de la nation française qui fait écologique, tout ce qu'on veut, là, avec ses quotas individuels et collectifs. Et je pense qu'il y a une idée là-dedans qu'on peut diffuser autrement que par les baïonnettes de Napoléon à l'époque, enfin, autrement que par, voilà, de manière positive de ce qu'on est en train de discuter ici, en fait. Voilà, ce n'était pas trop une question, mais c'était plutôt une remarque et une réponse à certaines questions que vous avez posées. Voilà. Merci. On va prendre deux autres questions, enfin deux autres commentaires aux questions. Oui, Bertrand Séné, donc tu es économiste, écologiste, et je suis là. D'abord, merci de la façon dont vous avez abordé la question, parce qu'effectivement, très souvent, on a des gens qui sont à fond pour un truc, et du coup, ça ne nous éclaire pas nécessairement sur la complexité des choses. Et je pense que du coup, on a vraiment besoin de débattre de ces instruments en intelligence collective, dans des assemblées qui seraient décisionnaires. Ça fait penser aux conventions citoyennes pour le climat, à la Convention citoyenne pour le climat. Parce qu'en fait, on a vraiment besoin de différents éclairages d'économistes, de sociologues, etc. Mais on a aussi besoin de l'éclairage des citoyens. Et je sais que sur la question, par exemple, des quotas carbone, on avait fait des simulations, il y a des ateliers en fait, qui ont été créés. Et on s'était rendu compte, par exemple, qu'un des gros problèmes qui faisait que ça paraissait vraiment injuste, c'est un truc tout bête, mais extrêmement concret, c'est l'éloignement de la famille. Parce qu'en fait, vous ne savez pas où sont les autres membres de la famille et vous ne pouvez pas vous permettre, ce serait profondément injuste, de dire « Ah, mais vous avez tel quota carbone, donc votre fils au Brésil, vous n'allez pas le voir pendant des années. » C'est chaud quand même. Et notamment parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, par exemple, qui sont installés en France et ils ont leur famille autre part et leur dire bah, « Non, mais écoutez, maintenant c'est fini, vous ne les verrez plus. » C'est juste impossible, quoi. Donc ça, c'était vraiment le truc qui est ressorti dans la plupart des ateliers. Donc c'est intéressant parce que si vous ne l'avez pas en tête au départ, voilà, ça va vraiment être une révolte, quoi. Et une autre chose, c'est qu'en fait, on a besoin de faire évoluer. Si on met en place quelque chose, donc je pense par exemple au revenu universel, on pourrait se dire, et ça se dit beaucoup aujourd'hui, que voilà, ce serait une bonne chose parce que ça permettrait de quitter les bullshit jobs et voilà, tous ces emplois un peu pénibles, etc. Mais en fait, on ne sait pas si demain, ça n'aurait pas pour conséquence d'avoir des pénuries dans certains secteurs et donc des besoins fondamentaux, pour le coup, qui seraient insatisfaits. Et donc à ce moment-là, il faudrait corriger le tir et se dire, oula, attention, là on est peut-être allé trop loin, on a peut-être fait un revenu universel qui était trop élevé, et du coup, le corriger. Donc ça, c'est des choses que je pense qu'il faut voir ensemble, mais il faut vraiment qu'on ait des assemblées qui soient citoyennes et qui suivent en fait tout ça et qui puissent les faire évoluer. Et je ne pense pas que la configuration actuelle avec des partis politiques qui vont dans une législature choisir une mesure et dans l'autre la supprimer, et en fait il y a une incohérence, voilà, et que ça permette justement de résoudre le problème sur la durée, quoi. Donc on a vraiment besoin de changer, je pense, l'organisation des assemblées et la façon de prendre les décisions. On va prendre une question de femme, s'il possible. Je ne sais pas comment tournent les micros. Qui, là? Éventuellement, si on peut juste s'organiser pour que les micros soient donnés avant, comme ça on utilise le temps qui est précieux. Est-ce que vous pouvez vous lever aussi éventuellement, Oui, qu'on bien puisse sûr. vous voir? Merci. Bonjour, moi j'avais une question qui était relative plus au milieu populaire. Je trouve qu'on rate un petit peu quelque chose en fait en n'embarquant pas suffisamment les personnes avec des faibles revenus et qui sont un petit peu en dehors du débat, enfin selon elles, parce que c'est un milieu duquel je viens. Moi j'ai été convertie petit à petit, mais c'est encore hermétique aujourd'hui alors que c'est ma propre famille. Et il y a parfois un sentiment où on perd la bataille du débat là-dessus auprès d'autres idéologies qui sont plus radicales et pas forcément très bénéfiques. Comment vous faites pour emporter en fait les gens qui ne sont pas convertis déjà comme nous d'un tout autre milieu en fait? Sur l'armée, je pense que c'est intéressant. C'est une très bonne question. Mais
Je vais juste rebondir sur l'armée parce que c'est un excellent sujet pour le coup. Com a raison en fait d'avoir rebondi tout à l'heure et de dire qu'il y a certains sujets régaliens et qu'il ne faut pas laisser forcément aux autres partis politiques. Donc c'est un excellent sujet. On n'en parle pas à gauche et l'immigration y compris parce que si c'est récupéré que par l'extrême droite, c'est récupéré d'une mauvaise façon, en tout cas selon moi. Pour l'armée, alors, on va rappeler que ça fait partie des services publics et donc de l'empreinte carbone des services publics. Et la façon dont c'est divisé en France, en tout cas, c'est une convention comptable. On prend le nombre de Français, on prend l'empreinte carbone des services publics, on les divise. C'est donc tout le monde a la même empreinte. Et en gros, selon de mémoire, c'est entre 1 tonne 1 et 1,4 tonnes, en gros, par année. Donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, en 2023, vous commencez l'année. Si l'objectif est d'avoir moins de 2 tonnes, je sais que c'est à terme, ça veut dire que vous mangez 3 burgers et vous êtes déjà presque arrivé. Donc, on doit faire un effort sur les services publics. Ça veut dire l'école, ça veut dire la police et ça veut y compris dire l'armée. Et je confirme que c'est un sujet qui est connu au sein des armées, qu'il y a des formations, que ça fait des dizaines d'années que c'est le cas, au moins une dizaine d'années. Qu'il y a des interventions. J'ai regardé celle de Jean-Marc Jancovici il y a 10 jours et elle était très bien parce que c'est un sujet qui est complètement, je ne sais pas, on n'en parle pas. Pourtant, il faut quand même rappeler que la France est le 3e exportateur d'armes au monde, aussi au passage, et que ça aussi, on fait comment dans une société qui est soutenable? C'est une bonne question. Typiquement, on exporte des armes à l'Arabie Saoudite, qui, eux, nous filent les énergies fossiles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sinon, on commence à réduire notre consommation d'énergie fossile. Est-ce qu'ils vont continuer à nous acheter des Rafales et à aller bombarder des Yéménites? C'est une question qu'on pourrait poser. Est-ce que ça, c'est soutenable? C'est pas soutenable. Même si c'est neutre en carbone, je ne suis pas sûr que ce soit soutenable. Donc ça, c'est des vrais sujets qui devraient être abordés et ça ne l'est pas. Sincèrement, je n'ai vu aucun débat télévisé là-dessus. On va rappeler au niveau de la consommation, parce que c'est un gros poste de consommation, les énergies fossiles pour l'armée. En France, je ne connais pas le chiffre. Je connais juste le chiffre pour les US. C'est environ 30% de l'empreinte carbone de l'armée. Et de mémoire, je crois que juste la consommation des énergies fossiles de l'armée américaine, c'est supérieur à celle de 100 pays au monde. Il y a une étude qui est sortie en 2018. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont fact-checker ça et me reprendre, mais de mémoire, c'est ça l'ordre de grandeur. Enfin, c'est faramineux. Et je sais que Joe Biden a dit récemment, on va avoir l'armée la plus verte au monde, on va avoir des tanks neutres en carbone. Ça, c'est une vraie déclaration, je l'ai gardé pour un article à venir. Donc ils sont... Bon, le Joe aussi, c'est pareil, c'est comme Christian Girondeau, il faut qu'il nous laisse, quoi. C'est vraiment ces gens-là... Bon, bref, désolé. Mais... Donc c'est un vrai sujet, je rejoins, il y a des vraies questions là-dessus et on n'en parle pas assez, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je vais laisser les autres rebondir, mais excellente question. Ouais, enfin, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est une excellente question, on n'en parle pas assez. Il y a des personnes qui en parlent parce qu'on sait qu'en plus, c'est les milieux, entre parenthèses, défavorisés qui vont souffrir le plus du changement climatique. Et c'est vrai que c'est chiant que ce soit 3 personnes, CSP+, en l'occurrence nous, là, qui en parlent, et jamais les autres catégories. Enfin, on le voit dans le paysage médiatique, on n'arrête pas de le rabâcher. Il y a différents angles. On est intervenu avec Faris il y a 2 ou 3 semaines, je crois, pour l'Agora de la décroissance. Et lui en parle. Donc il essaye par d'autres moyens, typiquement de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et le discours, il faut adapter le discours, évidemment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si vous prenez le même discours, enfin certaines personnes, vous leur parlez de chiffres, ils n'en ont rien à faire. Mais strictement rien à faire. Donc peut-être qu'il va falloir trouver d'autres angles pour en parler. Mais c'est la même question pour des gens qui vont être, je ne sais pas, dans le Nord, les différentes catégories socio-professionnelles, l'âge, je ne sais pas, les origines, etc. Ça ne sert à rien de penser qu'il y a un seul discours. En fait, on n'en serait pas là s'il y avait un seul discours. Donc, et personne n'a vraiment la clé. Il faut juste trouver, et c'est à chaque fois fonction des personnes avec qui vous adressez, et adapter le discours. Enfin, il n'y a pas un seul discours, ça c'est sûr et certain. D'où l'important. Il reste 1 minute, du coup, juste un petit mot et on conclut tous les 3. Désolé. Je vais répondre aux 3 points. Sur l'armée, juste un réflexe, et j'ai eu peur qu'on ne parle que de la carbonation, enfin de la consommation de diesel, des tanks ou de kérosène. C'est pour moi de loin pas le sujet numéro 1 avec l'armée, c'est juste qu'est-ce que protège une armée, quelle est la capacité de projection, pourquoi est-ce qu'on se projette dans un monde qui est
sobre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Au XXe siècle, les armées se projetaient pour des raisons précises. Barkhane, c'était pas pour protéger certains pays, c'était pour sécuriser notre filière d'approvisionnement nucléaire. C'est ça une armée, ça sert à des choses très précises. La question c'est comment ça s'est recomposé dans un monde. Enfin, si la France est beaucoup plus autonome en énergie, beaucoup moins dépendante de certains autres pays parce qu'on commence à réextraire les matériaux en France. Bon, voilà, du coup, c'est trop compressé, mais en tout cas, ça, c'était un peu le sens de mon point. Sur les banlieues, les milieux populaires, clairement, il y a un énorme sujet là-dessus, et merci d'avoir mentionné Ferris. Enfin, voilà, il y a quelques figures qui montent, je pense qu'on a besoin d'incarnation, c'en est une, il en faut d'autres. Et c'est pas, enfin, il y a l'aspect banlieue, il y a aussi l'aspect, enfin, moi, je viens du Nord, dans des milieux ruraux, ces sujets-là, là, dont on parle, mais c'est à des années-lumière, quoi. Et donc, il faut pas juste trouver des mots différents et tout, il faut des gens qui les incarnent, ces choses-là, sur le territoire, et ça doit pas venir depuis Paris. La dernière question, c'était sur les assemblées représentatives et tout. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel la Convention citoyenne pour le climat n'a pas trouvé de solution encore. Et je l'ai vécu de près, j'étais citoyen reporter pendant toute la durée, donc j'ai vraiment vécu le truc et c'était incroyable. Un point, c'est comment on légitime la décision qui a été... Enfin, on légitime. Comment on l'a fait passer. Encore une fois, je viens de Boulogne-sur-Mer. Moi, j'en parlais de la Convention citoyenne. Je leur disais, voilà, ils ont pris ça et ça. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc? C'est qui? On les a élus? D'où ça vient? Donc vraiment, le côté intelligence collective, produire une réflexion nouvelle par des gens désintéressés, c'est génial. Ça amène des idées nouvelles. La question, c'est la connexion entre l'idée qui est bien et qui est chouette à la mise en application. Et c'est pour ça que maintenant, on n'a que 12%. Il y a eu, en plus d'avoir ce problème-là, il y avait une volonté politique antagoniste. Donc, clairement. Alors désolé, ça va pas être la news la plus fun de la journée, mais concernant les armées, il faut aussi parler du budget militaire qui a été augmenté en France, y compris pour gérer les frontières. On peut parler de Frontex aussi, qui s'occupe en Méditerranée. Vous savez, cette semaine, peut-être que vous avez vu la news, mais il y a 79 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Avec le changement climatique, on sait qu'il y aura plus de migrants climatiques qui vont migrer de leur pays parce qu'ils n'auront pas le choix. Et quand ils vont migrer, ce n'est pas forcément de leur faute, c'est en partie de la faute des pays du Nord, il faut le rappeler, encore une fois, y compris de la France, qui est 8e émetteur de gaz à effet de serre historique. Donc on a notre responsabilité là-dedans. Et à l'heure actuelle, là, on est en train de renforcer les budgets, et c'est pareil au UK, c'est pareil dans d'autres pays, pour fermer les frontières et repousser ces gens-là. Et ces gens-là sont en train de mourir. Donc effectivement, c'est un sujet dont on ne parle pas. Il y a des œillères incroyables sur ce sujet-là et il faut en parler. Et il faut que ce soit des décisions démocratiques. Qu'est-ce qu'on fait? On a notre responsabilité. Il faut aider ces gens-là et en grande partie les pays du Sud, qui pour certains vont devoir migrer au-delà des pertes et dommages. Ça fait partie du sujet des pertes et dommages. Et comment on fait? Et comment on fait pour accueillir ces gens-là? Ou alors on assume, on arrête d'être des faux culs, très clairement, et on les laisse crever comme on le fait actuellement. Voilà. Timothée, tu veux faire un petit mot de la fin? Non? Tu veux pas dire voilà? Non. Eh bien, merci à tous les trois. Merci à tous pour vos questions et votre attention. Et au plaisir de vous retrouver.